Chers amis, chers abonnés, bonjour. Dans un premier temps, je voudrais vous souhaiter à tous une excellente année 2021, avec bien évidemment une bonne santé mentale, psychologique, beaucoup de force, beaucoup de conviction, beaucoup de panache en cette année 2021, et bien évidemment également une excellente santé. Voilà, c'est important. Sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et que vraiment vos projets et leurs réalisations incarnent l'année 2021 pour vous. Excellente année à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet important, clinique, technique, le trouble bipolaire. Pourquoi je veux absolument traiter de ce sujet aujourd'hui? C'est que j'entends trop souvent une grossière erreur qui est faite concernant les troubles bipolaires. Le trouble bipolaire. Vous verrez qu'il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'on a tendance à dire les troubles bipolaires. J'entends souvent les gens parler d'autres personnes. C'est plus facile de parler d'autres personnes que de soi-même, d'ailleurs, ça c'est un présupposé de base, mais le propos ne repose pas là-dessus aujourd'hui. Il faudrait que je fasse une vidéo un jour là-dessus. Pourquoi est-il plus facile de parler des autres que de soi-même? Intéressant. J'entends trop souvent des gens dire, mais de manière récurrente, que ce soit dans mes consultations ou en dehors, parler d'une personne et de dire, alors lui ou elle est, il est bipolaire. Ah bon, pourquoi? Ça c'est bien souvent la question que je pose. Et là on m'explique, du moins on tente de m'expliquer, on me démontre que avoir une crise de rire à 11h le matin et à 13h avoir une crise de larmes, ou d'être pas bien, la tête un peu dans le sac tout d'un coup, voilà, c'est être bipolaire. Et ça fait 20 ans qu'on me le sert, ça. Eh ben c'est faux. D'où l'intérêt de cette vidéo, c'est que ça c'est totalement faux. Dans l'idée, il y a un petit quelque chose, mais c'est totalement faux. C'est beaucoup plus profond que ça. Bien sûr qu'il y a une modification de l'humeur dans les deux exemples qui sont choisis, ce qui caractérise le bipolaire. Mais les symptômes, les syndromes sont bien plus profonds dans le trouble bipolaire que ce qui est décrit par l'être humain, tout simplement. Il en a une lecture qui est grossière et excessivement dangereuse, et c'est d'ailleurs une lecture qu'il ne faut pas avoir parce qu'on peut tous passer d'une certaine manière, peut-être pas d'une humeur à une autre, mais en l'espace de 2 heures, en fonction des événements, en fonction de ce qui va se passer, on peut effectivement avoir 2 états d'esprit différents. Et c'est pas pour autant que nous sommes bipolaires. Voilà. Il y aura 2 problématiques que je voudrais soulever dans cette vidéo clinique. Je sais que vous avez bien apprécié, c'est vous qui me l'avez dit, la vidéo sur le lien que j'avais fait entre mon ex, l'obsession de l'ex, mon ex m'obsède, et la mécanique de l'addiction. Je sais que vous avez assez bien apprécié cette vidéo-là. Donc la clinique, ça vous branche, les amis, visiblement. Alors là, tant mieux, je jubile. Je jubile. Voilà, on va faire de la clinique, alors. Un petit like si la vidéo vous a convenu. Un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Aujourd'hui, on est dans le trouble bipolaire. C'est quoi un trouble bipolaire? Qu'est-ce qui le caractérise? Le trouble bipolaire, justement, c'est une maladie psychologique, une psychopathologie, qui se caractérise par une alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques. Ces épisodes présentés par l'être humain, bien évidemment, sont exagérés. Ils ne sont pas exagérés par lui-même, non, c'est pas volontaire, c'est qu'il y a une exagération. Le comportement est exagéré, autrement dit, différent d'habitude. Le trouble bipolaire, c'est une maladie chronique. C'est une psychose, c'est un trouble psychotique chronique qui est responsable du dérèglement de l'humeur chez une personne, avec effectivement une alternance entre un syndrome dépressif et un syndrome maniaque, autrement dit, un syndrome d'exaltation. On va y revenir. Puisque cette maladie se définit par ces 2 psychopathologie-là, l'aspect maniaque de l'exaltation et l'aspect dépressif, on va définir bien évidemment ce que sont la dépression
et ce qu'est l'état maniaque. La dépression, c'est une tristesse chronique qui est caractérisée par une perte d'intérêt, par une dévalorisation de soi, par une perte de plaisir, souvent accompagnée d'une certaine forme de culpabilité, pour ne pas dire une singulière forme de culpabilité. La dépression, c'est un dérèglement de l'humeur. L'état maniaque, c'est plutôt l'antithèse, bien évidemment, c'est l'état d'exaltation. Une exaltation psychique et moteur. C'est donc une exaltation de l'humeur. Cet état d'exaltation peut être précédé, effectivement, de ce qu'on appelle l'hypomanie. L'hypomanie, c'est une manie, donc une exaltation, mais qui arrive en mode lent, en soubassement. Mais parfois, des fois, ça peut être totalement brusque, c'est-à-dire d'un coup. Donc soit hypomanie, ça arrive tout doucement, on le sent monter, soit ça arrive d'un coup, brusque, la manie. Un maniaque n'est absolument pas quelqu'un qui aligne les petites choses, et vous savez, cette erreur grossière, de nouveau, où méfiez-vous du langage psy qui est utilisé dans le langage usuel, parce que bien souvent les mots sont absolument pas à la bonne place, comme on dit, et en tout cas ils sont mal définis. On leur fait dire quelque chose qui n'est pas du tout leur sens principal. Quelqu'un qui aligne les petites choses, là, ces petits chaussons là, avant de se coucher, ou qui remet les petits objets à leur place, là, voilà, parce qu'il ne faut pas les déplacer, hein, voilà, ou qui vérifie tout un tas de choses avant de sortir de chez lui, voilà. C'est pas un maniaque, ça. Il est maniaque, on dit. Il est maniaque. Elle, elle est maniaque, lui, il est maniaque. C'est un maniaque du ménage. Pas du tout. Le vrai terme, c'est obsession. Obsessionnel. Obsession du rangement. Obsession du ménage. Et ainsi de suite. Pas maniaque du ménage, ou maniaque du rangement, ou maniaque de mettre des petits objets les uns à côté des autres avant de se coucher ou de sortir de chez soi, ou je ne sais quelle autre habitude. Voilà, une déformation du langage psy. Dans le langage usuel, je suis sûr de vous avoir appris un truc, j'en suis très heureux. Donc le maniaque, c'est une exaltation, on l'a vu tout à l'heure, une exaltation psychomoteur. Voilà, hein, il y a un mouvement physique, hein, une envie de faire des choses considérables, et il y a surtout des idées qui partent un peu dans tous les sens. C'est bien le problème d'ailleurs, ça en fait cette pathologie dont nous sommes en train de parler depuis un certain nombre de minutes. Pour résumer finalement cette définition qui est un peu ample, bien évidemment, mais qui au moins explique bien les faits, eh bien, le bipolaire, le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur. On le définit ainsi. Le trouble bipolaire est un trouble de l'humeur. Nous verrons d'ailleurs que, tout à l'heure, qu'on tire une problématique de cette définition du trouble bipolaire, c'est-à-dire du trouble de l'humeur. On résume fondamentalement aujourd'hui, par la définition du DSM, hein, le manuel psychiatrie, le manuel de psychiatrie américain, on le définit, on résume, on réduit, je suis déjà en train de problématiser avec vous, on réduit effectivement ce qu'est un trouble bipolaire à simplement un trouble de l'humeur, alors qu'il est bien plus complexe que ça. C'est une des problématiques qu'on va aborder dans le thème d'aujourd'hui. Entre les deux épisodes dont on parlait tout à l'heure, on va retrouver un état de euthymie. L'euthymie, c'est quoi? C'est un état où effectivement la personne elle est calme. Elle est ni dans l'exaltation maniaque, ni effectivement dans un terrain de dépression. Deux extrêmes, deux troubles de l'humeur totalement extrêmes. Et il y a de très nombreuses années que certains grands chercheurs, n'est-ce pas, notamment psychiatres en règle générale, en tout cas tous ceux qui se sont occupés des aliénés, qui se sont intéressés aux aliénés, on a rattaché effectivement ces deux troubles de l'humeur qui sont fondamentalement opposés, mais on s'est rendu compte tout en étant opposés que finalement ils pouvaient non pas s'additionner, mais représenter quelque chose d'unique, parce que le patient, justement, la personne, le sujet, présentait cette double caractéristique passant de l'un à l'autre, tout simplement. Donc, ils ont été, par la clinique, ils ont été associés parce que le patient présentait effectivement ces deux états, de manière cyclique. Quand la personne devient dite normale, son humeur est stabilisée, effectivement, on dit qu'elle est en rémission. On les appelle les intervalles de rémission. Elle est en phase de stabilité. Le tout est de maintenir le plus longtemps possible les gens en phase de stabilité, de manière à leur éviter effectivement de décompenser, soit dans l'aspect de la dépression, soit dans l'aspect effectivement de l'exaltation, autrement dit de l'état maniaque. Indépendamment de cette phase de stabilisation, on parle aussi parfois d'épisodes mixtes, qui sont effectivement une multitude d'états, soit de dépression, soit du trouble maniaque. Alors, si on est dans les symptômes effectivement de cette pathologie-là, on va
bien évidemment subdiviser, sachant que c'est la même personne qui vit ces deux troubles-là, par intervalles réguliers ou totalement irréguliers, la personne présente donc la double caractéristique de la manie et de la dépression. Alors, on va commencer par la manie. La manie, on l'a dit, c'est une exaltation. C'est donc une hyperactivité finalement cérébrale qui, en général, dénote un déploiement d'énergie absolument considérable. La personne est euphorique, très volubile sur son projet, en règle générale. Tout d'un coup, il y a une sociabilité excessive, c'est-à-dire que la personne a envie de fréquenter du monde, bien souvent pour parler de son projet d'ailleurs. L'appétit est troublé, parce que j'ai envie de dire l'intérêt est ailleurs, d'une certaine manière. Il y a une négligence de soi dans l'état maniaque. Le sommeil est fortement contrarié. Soit la personne réfléchit à son projet, à son désir, à ce qui génère l'exaltation, donc elle n'a pas le temps de dormir, soit effectivement le sommeil est vu comme une perte de temps qui pourrait l'empêcher de réaliser le fruit de cette exaltation de ce projet en général. La libido en général est assez boostée à ce moment-là. Il y a souvent une surestimation de sa propre valeur, et il y a souvent une mégalomanie. Vraiment, voilà, c'est moi, je suis au-dessus de tout le monde, je suis le meilleur, je vais tout faire péter, voilà, et puis quelques jours après, cette personne n'a rien fait péter du tout, d'ailleurs, ou si elle a fait péter des trucs, elle a fait péter son compte en banque, elle a fait péter tout un tas de trucs, il y a des achats compulsifs, il y a tout un tas de choses, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de vent, beaucoup de mouvements, pour, en règle générale, pas grand-chose, puisque tout, au bout d'un moment, va retomber tel un soufflet, et justement, mettre place, soit instantanément, soit petit à petit, à un épisode dépressif. La phase de dépression, en règle générale, elle est quand même beaucoup plus connue. La dépression, c'est une immense tristesse, accompagnée d'idées noires, morbides, perte d'attrait, perte de plaisir, perte d'énergie, souvent fatigué, très fatigué, trouble du sommeil, perte d'appétit, perte de l'estime de soi, qui en général n'était déjà pas très très élaborée, perte de concentration, non-désir, envie de rien, et le sentiment de culpabilité. Alors il y a une différence entre l'aspect dépressif du bipolaire et la dépression du névrosé. Voilà. Une est plus courte, c'est pour le bipolaire. La dépression du névrosé, elle s'inscrit, elle dure dans le temps. C'est à partir de ce moment-là qu'on la définit. Et en général, la dépression du névrosé d'ailleurs, elle n'est pas accompagnée d'état maniaque. C'est pour ça qu'effectivement, on vient la diagnostiquer comme étant un terrain présumé ou un terrain de dépression, une dépression. Alors, ce trouble bipolaire peut arriver autant à un homme qu'à une femme. 50-50, à égalité. Et bien souvent, la survenue des premiers effets, alors ça peut arriver à n'importe quel âge, ça peut être 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60, 70, il n'y a vraiment pas d'âge, mais en règle générale, 2/3 des cas arrivent, disons qu'il y a des premiers signes avant 20 ans. Soit des signes forts d'un état de latence, de dépression, soit des signes forts de manie, je vais tout faire péter, des états maniaques, voilà, et qui fondamentalement ne durent pas. Mais les parents ne s'en rendent pas forcément toujours compte et mettent ça sur le compte de tout un tas de choses, l'énergie, les vapeurs, et ainsi de suite, voilà, l'effervescence, le beau temps, et ainsi de suite, mais en fait ce sont déjà des signes qu'on ne peut pas voir, surtout quand on n'est pas forcément spécialisé en la matière. Alors les causes du trouble bipolaire, c'est quoi? C'est que elles sont multifactorielles, multidimensionnelles. Certains parlent de génétique, de biologie, de neurologie. Certains parlent d'un trouble psychique, pur et dur. J'en fais partie. D'autres parlent de la société, du développement social et environnemental. Voilà. Je pense qu'il est souhaitable de donner, mais c'est le psy qui parle, il est souhaitable de donner la prévalence à l'aspect, à la structure psychique du patient, à la structure psychique du sujet. Alors l'aspect génétique me paraît un peu simple, parce que, on y reviendra tout à l'heure si j'ai le temps, parce que je vois tout le truc qui s'écoule là, et que le temps tourne et que j'ai pas eu le temps de vous dire la moitié de ce que j'ai envie de vous dire. Mais quand un enfant, effectivement, est l'enfant, c'est le cas de le dire, d'un parent ou de deux parents qui sont eux-mêmes bipolaires, estampillés bipolaires, effectivement, il va se passer bon nombre d'interactions à la maison dont l'enfant va effectivement récupérer des traces considérables, et ces traces considérables vont effectivement formater son univers psychique, sa structure psychique. Ce qui façonne un enfant n'est pas tant fondamentalement son désir,
C'est ce qui fait marcher les grandes personnes. Dans quoi elles sont prises, les grandes personnes? L'enfant s'imbibe de ça, le constate tous les jours. Tous les jours. Imaginez l'impact que ça peut avoir dans la tête d'un enfant. Et si un enfant voit tous les jours un de ses parents pris dans cette question, effectivement, du trouble bipolaire, donc les aspects maniaques avec l'aspect incompréhensible que ça peut avoir, et les aspects dépressifs avec l'aspect incompréhensible que ça peut avoir, et imaginez quand on passe de l'un à l'autre avec les yeux d'un enfant, effectivement il est pris par ça. Il s'inscrit sur les traces de ça. Il y a un lien mimétique très très fort dans l'univers psychique d'un enfant, pour ne pas dire d'un être humain. Un être humain démarre toujours par l'état de l'enfance. En psy, on démarre toujours par étudier les enfants, vous le savez ça, à l'université. Et j'ai presque envie de dire heureusement, parce qu'on est le fruit effectivement d'un développement spécifique, singulier, particulier. Et on ne peut pas passer par l'étape de l'enfance sans arriver à comprendre ce qui se passe par la suite. Donc l'enfant va lui-même se ranger sous ce signe de ce qu'il a vu, de par quoi ses parents étaient agis. Pas forcément par les questions de son désir. Pour partie, oui, mais pour partie, il va être pris. Il va prendre le chemin, il va être dans le chemin, inscrit, écrit par ses parents devant lui, dont il va être l'objet. La cause neurologique, la cause biologique, neurologique. Alors, certes, on constate, neurologiquement parlant, un certain nombre de choses chez des sujets cyclotimiques, dans le sens du trouble bipolaire. On a une diminution de la noradrénaline et de la sérotonine. D'accord, très bien. La dopamine, par exemple, elle augmente chez le maniaque et elle diminue chez le dépressif. Certes, on peut considérer que, à cause de ça, de ces augmentations ou diminutions neurobiologiques, on peut arriver à déterminer effectivement un trouble bipolaire. Je pense qu'on ne détermine rien du tout. Certes, on constate qu'une personne, quand elle est dans l'aspect dépressif ou dans l'aspect maniaque, a effectivement plus ou moins de dopamine, de sérotonine et ainsi de suite. D'accord? Mais comment on explique? Il faut aller beaucoup plus loin que ça, c'est l'une des premières problématiques. J'irai pas très loin là-dessus, je suis déjà dedans. C'est une première problématique. Comment on explique la diminution de la sérotonine? Comment on explique la diminution de la noradrénaline? Comment on explique l'augmentation de la dopamine pour le maniaque? Comment on explique la diminution de la dopamine pour le dépressif? Comment on l'explique? Le simple constat ne me semble pas suffisant. Ça me paraît être le premier angle de réflexion de cet exposé, façon de parler, sur le trouble bipolaire. C'est comment, certes, on constate une augmentation, une diminution de la dopamine, de la sérotonine ou de la noradrénaline. Oui, mais comment on l'explique? Qu'est-ce qui s'est passé psychiquement dans la vie de la personne par quoi a-t-elle été prise, dans quel sillon était-elle pour effectivement créer, générer la diminution de la dopamine, l'augmentation de la sérotonine, la diminution de la noradrénaline? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est forcément passé quelque chose, ça ne diminue pas comme ça par hasard, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a forcément quelque chose à comprendre. Le constat, oui, l'explication me semble de mise. On ne peut pas se passer de l'explication. Le constat, c'est une chose. Faire le lien entre un constat et effectivement une pathologie, oui, qu'est-ce qui l'explique? Ça, c'est le premier prisme. On n'est plus dans l'explication, la tentative d'explication, on est dans le constat et effectivement, on traite. Eh bien, c'est dommage. Le clinicien que je suis cherche à comprendre le pourquoi du comment. Autrement dit, qu'est-ce qui crée ces phénomènes d'augmentation ou de diminution neurologique, neurobiologique? Neurotransmetteurs, de nos neurotransmetteurs, certes fondamentaux. Donc, on traite. On traite bien souvent sous forme de lithium, qui est un traitement qui permet effectivement de retrouver une certaine aisance d'esprit, n'est-ce pas? C'est un régulateur de l'humeur. On place aussi les patients sous ce qu'on appelle thymorégulateur, c'est-à-dire effectivement une pharmaco qui permet de lutter contre la dépression. Voilà, pour effectivement rehausser un petit peu tout ça, on est bien d'accord, on n'est toujours pas dans l'explication, on a constaté, hop, on réaugmente, on réévalue, on traite, voilà, sans savoir, sans comprendre. On cherche à les stabiliser dans une norme, dans un comportement entre deux, entre l'excès de l'exaltation, autrement dit l'aspect maniaque, et la dépression. On peut d'ailleurs dans la vie parfois simplement constater quelque chose et pas forcément chercher à le comprendre. Chacun
chacun son fonctionnement. Hein. Et bien évidemment, sur les modes de traitement, la psychothérapie. La psychothérapie. Alors en règle générale, il vaut mieux voir les gens quand ils ne sont pas ce qu'on appelle en crise. Ni totalement dépressifs, parce que d'abord ils n'auront pas forcément envie de venir en thérapie, parce que plus rien n'a de sens, il n'y a plus l'envie, donc voilà. Ni quand ils sont dans un épisode maniaque, parce que fondamentalement, venir en psychothérapie, c'est de la perte de temps. Il y a leur projet qui attend tout. Voilà. Donc on voit plutôt les gens quand ils sont en zone, n'est-ce pas, dite de normalité. Voilà. Et l'objectif de la psychothérapie, c'est effectivement de permettre aux gens de comprendre d'ailleurs quelle est effectivement cette problématique, et puis de pouvoir en parler, de s'inscrire dans la parole, hein, de la clinique de la parole. Hein, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette maladie, de cette pathologie, de cette souffrance potentielle? Est-ce qu'ils en sont conscients? De quoi souffrent-ils réellement? Comment le vivent-ils de l'intérieur? Voilà, donc il y a ça. Seule la psychothérapie peut apporter ça. Et effectivement, de stabiliser les gens au maximum, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres épisodes qui arrivent le plus tard possible, le moins haut possible, et ainsi de suite. Donc on reçoit plutôt les patients quand ils sont effectivement dans ce qu'on appelle les intervalles de rémission, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est mieux. Et justement d'ailleurs le grand risque, c'est que quand les gens sont dans l'intervalle de rémission, ils ont tendance à arrêter leur traitement. Ça va bien, ça y est, ça leur arrivera plus. Ils sont tirés d'affaire, ça va bien. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois que je vais bien, j'ai pas eu d'épisode. Voilà, ils arrêtent leur traitement et hop, ça recommence. Et ça, c'est le souci. Ça, c'est le souci. Je ne dis pas qu'on est dans des traitements à vie, mais ce sont des traitements effectivement à prendre et à évaluer sur de très nombreuses années. Et l'arrêt intempestif d'un traitement est toujours une véritable catastrophe. N'oubliez pas que l'être humain a besoin, et physiologiquement, morphologiquement parlant, nous avons besoin d'un sevrage. Or, les gens arrêtent sans sevrage, ils arrêtent d'un coup. Ça les saoule. Et ça, c'est un véritable problème. D'ailleurs, c'est bien souvent l'arrêt brusque du traitement qui peut redéclencher extrêmement rapidement une crise, quelle qu'elle soit. Le problème du diagnostic, on va en reparler tout à l'heure, deuxième problématique de cet exposé, c'est qu'il y a des gens qui ont présenté des épisodes dépressifs, mais pas forcément très étalés dans le temps, ce qui caractérise bien souvent la dépression, hein, c'est vraiment un état chronique. La dépression, hein, au sens du névrotique, hein, au sens névrotique du terme, c'est un état, hein, c'est un état chronique qui s'élabore sur minimum 4 à 6 mois, voire bien plus, mais minimum 4 à 6 mois. Donc, comme le maniaque, il est dans des épisodes dépressifs sévères, mais effectivement qui ne durent pas forcément 4 ou 6 mois. Donc, on ne peut pas les classer chez les dépressifs. Mais effectivement, ceux-là vont présenter aussi un moment où tout d'un coup ils vont bien. Alors forcément, le médecin, quand tout d'un coup il voit son patient il va bien, il a envie de faire plein de trucs et ainsi de suite, voilà, il ne fait pas forcément automatiquement le lien. Donc avec l'aspect bipolaire des choses, donc voilà, il dit tiens, il avait un bon projet, c'était pas mal, il était bien parti, mais c'est reparti en arrière. Il ne fait pas forcément le lien. Autrement dit, c'est pas la faute du médecin, c'est pas la question. Autrement dit, c'est pas toujours facile de déceler ça. C'est une clinique très particulière, le bipolaire, très très particulière. Et on insiste bien souvent un petit peu trop sur l'aspect dépressif, et on ne se soucie pas suffisamment de l'aspect effectivement maniaque. Et pourtant je dirais que c'est presque celui-là qui parle le plus au nom de l'autre, au nom de l'aspect dépressif. Donc il y a des gens qui mettent 10 ans avant d'être réellement diagnostiqués. Et ça c'est bien le problème. Et pendant 10 ans, ils font le yo-yo, et psychologiquement, c'est plus difficile de donner un coup de main à quelqu'un, façon de parler, quand ça fait 10 ans que le trouble est instauré, plutôt que quand ça fait que quelques temps. On est bien d'accord. La chronicité renforce les choses, et c'est beaucoup plus difficile de traiter un système qui existe depuis 10 ans, plutôt que si, effectivement, on est dans les premiers signes, dans les prémices, sur 6 mois, 1 an ou 2 ans. Alors justement, pour conclure cette intervention, il faut quand même savoir que, je l'ai dit au tout début de l'intervention, le trouble bipolaire, c'est un trouble psychotique. C'est initialement un trouble psychotique, qu'on appelait d'ailleurs, fut un temps, n'est-ce pas si vieux, et pendant de nombreuses années, ce qu'on a appelé les PMD, les psychoses maniaco-dépressives. Les PMD, psychoses maniaco-dépressives. Qu'on a fini par appeler après par la suite le trouble maniaco-dépressif, ce qui n'est pas la même chose, et que maintenant on appelle le trouble bipolaire. Et c'est-à-dire que finalement, cette psychose qui était étiquetée en tant que telle ne l'est plus aujourd'hui, alors qu'il s'agit bien d'un trouble psychotique. Quel est ce tour de passe-passe absolument incroyable qui fait que finalement, les 3 intitulés, psychose, maniaque, maniaco-maniaque, dépressif, aient disparu, et qu'on a effectivement mis le tout dans un simple trouble de l'humeur qu'on appelle le trouble bipolaire.
Ça, c'est une belle problématique. On va regarder ça ensemble. Alors, à la base, on doit à Émile Kraepelin, en 1899, c'est pas tout jeune, même moi, j'étais pas né. Je sais que je suis plus tout jeune, mais même moi, j'étais pas né. On lui doit effectivement la définition. Alors, il sortait un manuel de psychiatrie à l'époque, et on lui doit effectivement la définition, mais il a sorti 8 manuels, et les 8 fois sont un peu différents. Alors, il rajoutait des choses, en fait, tout simplement, à chaque fois. Et il disait que l'ensemble de ces problématiques-là, hein, du trouble maniaco-dépressif, il disait qu'il y avait quelque chose d'unique là-dedans. Que la constitution globale de tout ça le rendait unique. Donc il en faisait un. Il faisait un. De tout ça, il faisait une problématique. Voilà, un trouble, une psychopathologie à part entière. Effectivement, elle est à part entière. Et il la classait, à juste titre, sur le terrain psychotique. Alors, ce qui paraît même presque paradoxal, c'est que finalement, au début des années 50, on a commencé à traiter les troubles de manière un petit peu différente. Et justement, on les a rattachés à 3 ou 4 grands éléments cliniques, grands éléments théoriques, la névrose, la psychose, les états limites et les troubles pervers. Et bizarrement, cette psychose qui en était une, estampillée en tant que telle, a perdu finalement son titre de noblesse, c'est une façon de parler bien sûr, et elle n'est plus estampillée comme psychose au jour d'aujourd'hui. Elle n'est même plus estampillée comme dépressif, elle n'est même plus estampillée comme trouble maniaque, elle est simplement devenue un trouble de l'humeur, et elle est effectivement, elle est vidée de sa substance, c'est une psychopathologie vidée de sa substance aujourd'hui, où effectivement on ne regarde que l'être humain, qui est dans des souffrances considérables, qui a une structure psychique absolument éloquente, on ne le regarde que sur ses troubles de l'humeur, tout simplement. Derrière ça, on a le DSM, le fameux DSM américain, hein, le DSM de psychiatrie, qui s'impose à notre univers international. Les Français, les psys français ont un petit peu plus de distance avec ce document-là, ce livre-là, que ne peuvent en avoir les Américains, parce qu'on a cherché effectivement tout n'est que pathologie, parce que plus le DSM il existe, on en est au 5e là maintenant, plus le DSM existe, plus il y a des pathologies là-dedans. Voilà. On est tous des grands malades finalement, si on lit le DSM, on a tous les pathologies du DSM. Le but c'est vraiment de surdiagnostiquer, mais pas surdiagnostiquer de manière technique, spécifique, clinique, non, c'est diagnostiquer à outrance, bien évidemment, et de la manière, je dirais, alors non pas la plus simpliste possible, mais de manière simple, de manière à ce que tous les médecins puissent faire le même diagnostic sur un cas. Pourquoi? Parce qu'avant, dans les années 40, dans les années 30, 40, 50, on s'est rendu compte qu'on prenait par exemple 10 psychiatres, on les mettait face à un cas, on leur demandait quels étaient leurs diagnostics, et on avait 10 diagnostics différents. Donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup trop d'informations et que chacun effectivement les étalonnait à sa manière et que ça pouvait être assez problématique parce que parler d'un patient c'est quand même mieux d'en parler avec les mêmes termes et avec la même terminologie et effectivement par le même prisme, par la même mouture. Or ce n'était pas le cas, donc le DSM s'est fait un malin plaisir effectivement de faire du tri dans un certain nombre de pathologies, de psychopathologies. Et il en a dépoussiéré certaines, il en a dépouillé d'autres, il en a mis en avant d'autres, il en a créé, enfin bref, et bien évidemment, de manière à ce que tout le monde ait une lecture simple des choses. Voilà, univoque, et qu'on n'ait plus ces problèmes de diagnostic dont on pouvait souffrir fut un temps. Le problème, c'est qu'on a complètement vidé sa substance. Voilà, le trouble bipolaire est une PMD qui n'a juste que la coque et qui n'a plus de contenu, et c'est bien dommage parce que c'est le contenu qui me paraissait intéressant dans un trouble bipolaire, c'est-à-dire dans l'ancienne psychose maniaco-dépressive. Voilà, si regardez le prisme sous le terrain de l'humeur, c'est comme si vous avez un beau tableau, un superbe tableau, il y a plusieurs couleurs, hein, un tableau abstrait bien évidemment, il y a plusieurs couleurs, et puis bon, vous avez quand même une part d'une couleur jaune par exemple, il y a du jaune, et par contre, alors il y a du violet, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du vert, il y a un petit peu toutes les couleurs, mais en bonne quantité, pas juste une tache. Et bien effectivement on dit voilà, eh bien c'est la couleur jaune qui va dorénavant prévaloir, on ne va regarder que ça, et on fait fi de ce qui est à côté. Et ça, c'est absolument désarçonnant, mais c'est exactement ce qui s'est passé sur le trouble bipolaire. Voilà. Ex-PMD, c'est une psychose qui ne dit plus son nom. Voilà. On dégage des critères fiables, et pour le trouble bipolaire, de manière à ce que tout le monde soit d'accord, eh bien on parle d'un trouble de l'humeur.
au moins on est sûr en parlant du trouble de l'humeur que tout le monde va être d'accord. Oui, le dépressif c'est un trouble de l'humeur. Oui, le maniaque c'est un trouble de l'humeur. Donc on est d'accord là-dessus. Docteur Machin, vous êtes d'accord? Franck Dio, vous êtes d'accord? Monsieur Machin, vous êtes d'accord? Oui, 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 on est tous d'accord. Ok, c'est un trouble de l'humeur. On est tous d'accord. Ce qui compte pour le DSM, c'est que tout le monde ait la même vision, qu'on ait tous le même diagnostic. Comment finalement les PMD, comment rationaliser les PMD pour que tout le monde soit d'accord? Eh bien effectivement, on a conservé la chose la plus évidente, la plus éloquente, qui unit tout le monde, le trouble de l'humeur. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans le début des années 70, on a commencé à parler singulièrement de la bipolarité, avant que ça soit effectivement inscrit dans le marbre, hein, quand on a tout retiré de sa coque psychose, maniaque et dépressif, et qu'on les a appelés troubles bipolaires, il y a eu un grand mouvement qui s'appelait le mouvement anti-psychiatrie. Et fondamentalement, donc, on a cherché à se départir le plus possible de la psychiatrie, de la théorisation et ainsi de suite, voilà. Et fondamentalement, cet aspect finalement de bipolarité permet effectivement de s'émanciper totalement de l'axe psychiatrique dans lequel on a été pendant des années, de nombreuses années, qui n'était peut-être pas forcément le meilleur axe, mais qui était un axe de réflexion qui était quand même relativement intéressant. En tout cas, on s'est éloigné de ça. Et effectivement, ce mouvement antipsychiatrique a généré en partie, bien évidemment, c'est une explication supplémentaire, a généré en partie qu'on nomme dorénavant les ex-PMD, la psychose maniaco-dépressive, comme un trouble, tout simplement, un trouble bipolaire. On sait que c'est grave, on sait que c'est vraiment un trouble grave de l'humeur, chronique, très problématique, mais effectivement, c'est d'ailleurs un titre, trouble bipolaire, ça ne dit rien. Bipolaire, c'est ça qu'on arrive à comprendre aujourd'hui, deux pôles. Voilà. Un pôle dépressif, très 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 bas, voilà, et un pôle très 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 haut, voilà, c'est un pôle délirant, hein. C'est pas le délire du schizophrène, hein. Non, non, c'est un délire qui est relativement construit, hein, structuré, il y a une vraie armature, hein, voilà, mais c'est pas irrationnel, hein, voilà, il y a un projet, enfin, il y a une idée, voilà. Il y a une exaltation surtout, mais il y a l'idée est relativement construite, hein, voilà. Relativement, hein, en règle générale, c'est pas le délire du schizophrène qui lui est totalement déconstruit, hein, on est bien d'accord, voilà. Et par contre, il y a effectivement ces phases dépressives qui se font très 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 bas, avec des idées très 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 noires. Et là, il y a toujours un risque de passage à l'acte. Et ça, c'est le véritable problème. Donc, on ne rigole ni avec la phase ascendante, hein, la phase délirante, hein, d'une certaine manière, ni avec la phase descendante, parce qu'effectivement, il peut y avoir immensissime danger, tout simplement. Cet aspect de regarder les choses uniquement sur le terrain de l'humeur, la manie, ah, c'est quand même, vous avez vu, c'est quand même une construction assez éloquente. Elle ne peut pas se résumer sur le terrain du trouble de l'humeur. C'est pas possible, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, c'est ça serait faire ça, quoi. Et enfin bon, c'est comme ça. Et pareil, la dépression, on ne peut pas la regarder qu'exclusivement sous le trouble de l'humeur. C'est une construction beaucoup plus éloquente, beaucoup plus lourde, et beaucoup plus invalidante qui fait qu'elle doit être regardée sur son terrain de la structure, pas sur un terrain effectivement simplement du trouble de l'humeur. Mais la vision du DSM, c'est la vision du diagnostic. Il faut qu'on diagnostique, et il faut que le diagnostic qu'on ait soit efficace pour qu'on puisse le traiter, hein, c'est le propre du DSM, on diagnostique pour qu'on traite, pharmacologiquement parlant. Donc, et le diagnostic qu'on va poser, il faut qu'on soit tous d'accord. C'est vraiment l'idée du DSM. On vise aujourd'hui vraiment ce qu'on appelle une clinique de consensus, qu'on soit tous d'accord. Voilà. Donc avec des définitions simples, des constats simples, pour qui vont faire consensus, on va tous être d'accord. Les grandes réflexions sur le pourquoi du comment et les différenciations possibles, potentielles, qui pourraient finalement compliquer le diagnostic, on les met de côté. On obture littéralement, on ferme quelque chose qui pourrait être le pan le plus intéressant finalement, le pan de la structure, du structuralisme, hein. Quels sont les éléments cliniques, quels sont les éléments techniques, quels sont les éléments psychologiques qui font que telle personne soit dans tel syndrome, tel symptôme, et ainsi de suite. Et ça, c'est toujours dommage. On n'est pas tous cliniciens de la même manière, on n'a pas tous envie de comprendre comment ça fonctionne, mais fondamentalement, voilà, cette définition du trouble bipolaire vient effectivement laisser les choses en l'état, tout simplement. Alors, certes, tant mieux on constate, certes, tant mieux on traite, certes, tant mieux on rend effectivement les personnes peut-être plus stabilisées, voilà, ça fonctionne relativement bien, hein, avec le lithium dont je vous parlais tout à l'heure, hein, voilà, notamment, mais ça ne règle pas le problème pour autant, d'où d'ailleurs l'intérêt de la psychothérapie, quand la personne est en phase de stabilité, pour effectivement essayer
thermo-réguler les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas de nouveau d'autres épisodes qui vont se mettre en place. Du moins, pas avec la même gravité, pas avec la même intensité, et notamment cet aspect cyclique qu'on pourrait retrouver effectivement chez ce qui caractérise le trouble bipolaire. Voilà. Ça me paraissait, moi ce qui me paraissait intéressant dans cet intitulé sur le trouble bipolaire, c'était effectivement qu'on problématise. La première problématique, vous l'avez compris, c'est tout à l'heure, c'est vieux maintenant parce que la vidéo va être très longue. Hein. Merci pour ceux qui sont restés au bout. Hein. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont aller au bout, je vous remercie. J'ai des fidèles, j'ai des vrais fidèles qui vont au bout des vidéos. Donc, eh bien, c'était effectivement les constats neurologiques qu'on pouvait faire, on ne les questionne pas, on constate, mais on ne questionne pas. Et le deuxième, c'était effectivement, voilà, on réduit aujourd'hui l'aspect maniaque et l'aspect dépressif exclusivement sur le ton sur le prisme de l'humeur, alors que c'est une structure, ce sont des structures qui sont bien plus amples, bien plus considérables que la simple prise par le biais de l'humeur, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment les deux problématiques de cet exposé. Bon, ça m'a passionné, comme d'habitude. La clinique, il n'y a rien de plus extraordinaire que la clinique. J'ose espérer que ça vous a intéressé. C'est bien aussi de faire un petit peu de clinique et puis de faire un peu de coaching, d'essayer d'alterner de l'un à l'autre. Voilà, je pense qu'on trouve la chaîne tente de trouver un juste équilibre sous ces modalités de fonctionnement-là. Voilà. Alors de nouveau, bonne année à vous tous. Voilà, une bonne santé psychologique, très important, et physiologique, et puis on va avancer en 2021, un petit peu comme on l'a fait en 2020, et puis tout va bien se passer. Allez, prenez grand soin de vous. À très bientôt.